Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce numéro du petit journal illustré des objectifs de développement durable. Je passe la parole à Monsieur Thierry Janté, président de la Fondation AG2R La Mondiale, pour introduire ce numéro. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis que l'on évoque ce sujet qui concerne l'objectif de développement durable numéro 6 et qui est un sujet fondamental puisque nous savons que presque 3 milliards de personnes dans le monde sont en stress, si j'ose dire, hydrique. Et on sait que d'ici 2040, dans le monde, un enfant sur 4 de moins de 18 ans vivra dans des zones de stress hydrique extrêmement élevées. Donc le sujet de l'eau, dont on ne parle pas assez en général, je trouve d'ailleurs, est évidemment fondamental. C'est le point que je voulais souligner. Donc c'est évidemment un cadre très élargi que j'évoque là, mais ça me semble tout à fait nécessaire. Et j'ai été frappé en lisant et en écoutant les dossiers et les éléments que j'ai pu repérer concernant les associations qui vont s'exprimer là, l'efficacité de leur organisation, aussi bien en termes d'insertion que, évidemment, de lutte contre la pollution et plus positivement, je dirais, tout ce que ces associations font en matière de protection de l'eau. Et encore une fois, je m'en réjouis d'autant plus que je trouve qu'en France, on n'évoque pas suffisamment ce sujet en général. Donc, je vous repasse la parole tout de suite en me permettant de vous féliciter sur, j'allais dire, l'intensité de vos actions, que ce soit pour les unes ou pour les autres des associations qui vont s'exprimer dans les secondes qui viennent. Merci beaucoup, Président. Donc, je suis Émilie Habert, chargée de mission pour la Fondation d'entreprise AG2R La Mondiale. Donc, ce petit journal illustré des objectifs de développement durable a été pensé par l'équipe de la Fondation afin de mettre en lumière l'activité des porteurs de projets au regard des objectifs de développement durable. Peut-être pour vous rappeler qu'AG2R La Mondiale, c'est un groupe de protection sociale qui est engagé pour le développement durable depuis de nombreuses années dans ses différents métiers et en sa triple qualité d'investisseur, d'assureur et d'employeur. Le groupe est signataire des 10 principes du Pacte mondial des Nations unies depuis leur création qui vise à favoriser la collaboration en vue de proposer, de développer des solutions qui répondent aux défis mondiaux. Et le groupe prend en considération de nombreuses préoccupations sociales et environnementales dans l'exercice même de ces métiers. Nous avons défini une raison d'être qui a été votée en Assemblée générale et inscrite dans les statuts de la SOMITAL. Et nous cherchons à la mettre en action dans nos modèles d'affaires. Et cette raison d'être, elle prend appui sur les objectifs de développement durable, cela permettant d'accélérer la démarche de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Parce qu'en effet, les ODD constituent vraiment un cadre universel d'engagement choisi par la France en matière de développement durable. La Fondation d'entreprise, quant à elle, dédiée à l'intérêt général, a inscrit des ODD, des objectifs de développement durable, dans sa feuille de route. Elle entend ainsi faciliter leur bonne compréhension, expliquer ce qu'ils sont en donnant vraiment des exemples concrets et en mettant en avant les réalisations des acteurs de la société civile. Elle entend ainsi vraiment mettre en valeur la contribution fondamentale et ancienne du monde associatif à la réalisation de ces ODD, comme celle des acteurs de l'ESF dans leurs diverses formes aujourd'hui. Peut-être pour rappeler un petit peu d'où viennent ces objectifs de développement durable, c'est vrai qu'en 2015, l'Organisation des Nations Unies a adopté un agenda de développement durable à horizon 2030. Donc, on est très proche de cette échéance. Et ce programme, il s'énonce, lui, en 17 objectifs de développement durable qui eux-mêmes se déclinent en sous-objectifs. Donc, ces objectifs, ils s'adressent prioritairement aux États membres signataires qui se sont engagés à les faire vivre, aux acteurs publics, mais bien évidemment, l'action publique, elle repose sur l'engagement de tous les acteurs de la société civile, entreprises, associations, syndicats, ONG, citoyens. Un fil rouge à cet agenda qui est qu'il n'y a pas de prospérité sans protection de la planète et on ne peut pas envisager de prospérité sans protéger la planète. La réciproque est vraie. Donc concrètement, cela signifie que la transition écologique, elle doit être juste,
et qu'il convient de sécuriser les populations, de laisser ces personnes au bord de la route, sans quoi la transformation de nos modèles productifs n'aura pas lieu. Alors aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser plus particulièrement à l'ODD 6, qualifié eau propre et assainissement, et dont l'ambition de cette ODD, c'est garantir l'accès de tous, à l'eau et à l'assainissement, et assurer une gestion durable des ressources en eau. Donc ce sixième objectif vise un accès universel équitable à l'eau potable, à l'hygiène, à l'assainissement d'ici 2030 et en particulier pour les populations qui sont vulnérables. Donc cet objectif, il vise plusieurs cibles, il est décliné en plusieurs cibles comme tous les ODD, dont l'accès de tous à l'eau potable, l'accès aux services d'assainissement et d'hygiène, la qualité de l'eau, la gestion durable des ressources en eau, la gestion intégrée des ressources en eau, protection et restauration des écosystèmes, coopération, renforcement des capacités, gestion collective de l'eau. Puis je rajouterai juste le caractère multidimensionnel et transversal en fait de cet objectif de développement durable parce qu'il est en interrelation avec les autres ODD. C'est un peu le principe des ODD, ils sont interconnectés. Et là, on peut citer de manière non exhaustive l'ODD 3, santé bien-être, l'ODD 11, ville et communauté durable, l'ODD 14, vie aquatique, 15, vie terrestre. Enfin, il est interconnecté à l'ensemble des ODD. Après ces rapides propos introductifs, comment évoquer en fait ce vaste sujet, la planète bleue, c'est le nom que nous donnons à la Terre. Et les 3/4 de la surface de notre planète est occupée par l'eau, mais seulement 0,1% de cette ressource est potable. Et comme il a pu être dit dans les propos introductifs, le manque d'eau dans le monde sera problématique, sera la problématique de 5 milliards d'êtres humains d'ici 2050. L'été qui vient de passer nous l'a encore rappelé, il y a une sécheresse historique qui impacte toute l'Europe, avec 64% du continent touché par un avertissement ou une alerte sécheresse. Et cette situation critique pourrait se suivre jusqu'au mois de novembre dans certaines régions du Sud qui ont été particulièrement touchées. La plupart de la France reste concernée par le manque d'eau, avec des nappes souterraines qui sont à des niveaux très bas, liés à un déficit de pluie en hiver et au printemps, qui explique que les réserves n'ont pas pu être rechargées autant que les autres années. Et ces déficits, combinés aux fortes chaleurs, ont entraîné la baisse des débits des cours d'eau en Europe. Par ailleurs, il y a une augmentation de la température de l'eau qui entraîne aussi une dégradation de la qualité de vie qu'elle abrite et de l'écosystème qui lui est rattaché. Donc c'est une réaction en chaîne qui touche également d'autres périmètres tels que l'agriculture, l'industrie et la navigation. Alors nous, Fondation AG2R La Mondiale, on n'a pas dans nos orientations l'eau directement inscrite et la préservation de cette ressource. En revanche, on soutient des projets dont l'activité est tournée vers cette ressource et qui permettent la création d'emplois non délocalisables en écho à notre orientation autonomie par le travail. Donc l'eau, par sa gestion, sa préservation, sa mise en valeur, c'est un support d'activité pour des structures associatives qui agissent notamment dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, mais pas que, et dont vous allez pouvoir entendre juste après un témoignage. Mais avant de passer la parole à nos intervenants de ces associations, je suis ravie de donner la parole à Marie-Cécile Grisard. Donc Marie-Cécile, vous êtes directrice de l'IAGF, Initiative pour l'avenir des grands fleuves, qui du coup agit sur les fleuves de manière vraiment transfrontalière avec un regard très large. J'aimerais qu'en introduction, vous nous parliez plus de vos liens avec la Compagnie nationale du Rhône et faire un focus sur le fleuve Rhône, et je vous redonnerai la parole en fin de séquence pour ouvrir une dimension plus large. Oui, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Donc effectivement, je suis la directrice de l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves que j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu plus largement tout à l'heure. Mais dans ses propos introductifs, Émilie a souhaité effectivement que je vous parle de CNR. CNR qui est le fondateur, cofondateur avec Éric Orsenat de notre association et qui est le gestionnaire du fleuve Rhône en France. Et c'est vrai que quand on parle eau, c'est une matière première et
c'est bien de l'incarner à travers la question des fleuves. Et avant de donner la parole aux acteurs associatifs, d'expliquer aussi ce que peut faire un industriel comme CNR qui gère le fleuve de la frontière suisse à la Méditerranée, donc dans toute sa partie française, et qui en fait est un modèle très particulier, modèle industriel d'intérêt général, qu'il est intéressant de mettre au regard de nos activités associatives et des missions de la Fondation AG2R, puisque dans la raison d'être de l'entreprise CNR, il y a cette logique de redistribution, de dialogue avec les territoires et de partage d'un bien commun. Donc ce modèle, qu'est-ce qu'il est? En fait, CNR a la concession du fleuve Rhône qui lui a été donnée par l'État français dès les années 30, avec à l'époque une vision qui était déjà très ancrée dans le développement durable, donc très novatrice et qui continue à faire ses preuves, c'est-à-dire que déjà dans la gouvernance de l'entreprise, il y a un mélange de public et de privé et le statut est lui-même très atypique puisque CNR est une société anonyme d'intérêt général. Et pourquoi ce statut? Parce qu'en fait, CNR a eu la mission d'équiper le fleuve Rhône pour produire de l'hydroélectricité. On était dans cette période d'après-guerre où il fallait reconstruire le pays et notamment déjà à l'époque lui assurer son indépendance énergétique. Et les revenus tirés de la production de l'hydroélectricité viennent financer d'autres missions solidaires qui sont des missions de service public, de développement de la navigation. Donc c'est passé par la création d'une voie navigable, la création de sites industriels et portuaires entre Lyon et la Méditerranée, et aussi l'irrigation des terres agricoles, donc de l'eau qui est réservée en captage pour les terres agricoles de la vallée du Rhône, qui sont très nombreuses entre les productions céréalières ou les productions de fruits dans la Drôme. Et donc, CNR est producteur d'électricité, depuis a élargi à d'autres types d'énergie, toujours en restant dans un mix 100% renouvelable avec de l'éolien et du photovoltaïque, mais toujours dans une approche qui est celle d'un aménageur. Ce n'est pas uniquement un industriel producteur, il y a un vrai sens d'aménagement des territoires et c'est là où on voit que le fleuve peut vraiment être un élément structurant dans le développement économique et sociétal des territoires qui traversent. Et je voudrais finir cette rapide introduction sur CNR en disant qu'aujourd'hui, effectivement, on est premier producteur français d'énergie 100% renouvelable avec ce mix, comme je vous l'ai dit, tiré d'éléments naturels comme l'eau, le vent et le soleil. On est effectivement dans une logique de redistribution de la valeur créée au territoire, donc c'est très important, surtout dans le contexte aujourd'hui de crise avec des factures énergétiques qui deviennent très élevées. Et là, CNR joue son rôle, notamment avec un principe de redevance variable redonné à l'État. Et surtout, il y a un réel engagement pour la nature, puisque la gestion de l'eau, et je pense qu'on va l'entendre après, nécessite qu'on voit bien tous les usages. Et il faut de l'eau pour l'environnement, il faut de l'eau pour la nature par rapport à tous les services que la nature peut nous rendre. Et en fait, CNR a très tôt développé un vrai programme ambitieux, le premier programme européen en la matière de restauration écologique. Donc, c'est plus d'un quart du tronçon du fleuve qui a été restauré sous forme de roselières, sous forme de débits réservés à ce qu'on appelait les vieux Rhônes, c'est-à-dire les tronçons qui avaient été court-circuités à l'époque pour créer les aménagements hydroélectriques. La création aussi de passes à poissons pour favoriser la circulation des poissons malgré la construction de seuils et d'ouvrages. Donc c'est aujourd'hui un vrai engagement dans la gestion du fleuve, dans la gestion aussi du domaine concédé. Là, je ne peux pas tout vous détailler, mais par exemple, il y a une politique de zéro phyto dans l'entretien des digues du fleuve. Donc il y a cette importance accordée à une bonne conciliation entre gestion d'un fleuve, production d'énergie renouvelable nécessaire au pays et préservation de la biodiversité. Merci beaucoup, Marie-Cécile Grisard, pour ces propos introductifs.
On comprend bien, du coup, à l'échelle du Rhône, hein, le lien entre territoires, différents acteurs, la gestion de l'eau et le cours d'eau, en lui-même. Après, nous souhaitions aujourd'hui donner la parole à 3 de nos associations, partenaires pour nous livrer aussi, leurs constats et leurs perspectives sur leur territoire qui dispose de cours d'eau, alors les pas à la même échelle que le Rhône, mais en tout cas qui a son ancrage territorial et son importance locale. Et donc je souhaitais commencer par, Joanne Ruyssen qui représente l'association Les Environneurs. Vous êtes une association, du côté de Gap. Alors, Joanne, si vous pouvez nous dire, qui vous êtes, quel est le rapport de votre association avec, le cours d'eau, territorial et puis plus largement, ce que vous constatez, comment vous agissez, vos perspectives, peut-être vos souhaits en la matière? Je vous donne la parole. Merci et merci de votre invitation. Donc effectivement, je suis Joanne Ruyssen, je suis directrice des Environneurs. Nous sommes basés à Gap. Donc nous sommes une association porteuse d'un atelier chantier d'insertion dans les Hautes-Alpes. Et les Hautes-Alpes, en fait, sont un département rural de montagne. On est le 3e département le moins peuplé de France. Ça veut dire qu'on a très peu de zones urbanisées, à part la ville de Gap qui représente 40 000 habitants. Ensuite, on a Briançon à 12 000 habitants et après, on est sur des toutes petites villes, voire des gros villages. Donc, notre cœur de mission en tant que chantier d'insertion, c'est l'insertion par l'activité économique. Ça veut dire que nous salarions des personnes éloignées de l'emploi dans le cadre d'un parcours d'insertion. Ces personnes signent un contrat de travail avec 2 axes de travail. D'une part, intégrer une équipe au sein de nos métiers d'activité, dont l'entretien des cours d'eau, et d'autre part, travailler sur leur propre projet professionnel pour préparer la sortie des environneurs. Donc, les environneurs sont nés il y a 26 ans à l'initiative de la ville de Gap. C'était quelques années après la catastrophe de Vaison-la-Romaine avec de très fortes inondations. Et la ville de Gap a souhaité en fait programmer chaque année l'entretien de la Luye, qui est la rivière qui passe à Gap, et de ses affluents. Donc, ça fait maintenant bientôt 30 ans qu'on travaille régulièrement avec la ville de Gap sur cet entretien. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 47 salariés avec 13 salariés permanents et environ 34 salariés en parcours. Et nous avons 2 métiers d'activité, un atelier de construction bois. On fait des passerelles en fait au-dessus des cours d'eau avec cet atelier de construction bois et également une activité effectivement d'entretien des espaces naturels. Et là, on parle de travaux forestiers, d'entretien de sentiers de randonnée, de balisage, mais bien évidemment également d'entretien de cours d'eau. Donc, on a une mixité d'activités. La définition d'un cours d'eau, en fait, est donnée par le Code de l'environnement. Donc, il s'agit d'un écoulement d'eau courante dans un lit naturel alimenté par une source et avec un débit suffisant tout au long de l'année, qui peut s'arrêter à un moment. Donc, ça, c'est la définition d'un cours d'eau. Il y a une obligation aussi d'entretien des cours d'eau. Qui est donnée par le Code de l'environnement et cette obligation incombe aux propriétaires riverains. Donc pour les Hautes-Alpes, les environneurs, nous intervenons sur des ruisseaux, des rivières et des torrents. Donc on n'est pas du tout sur un fleuve tel que le Rhône, bien sûr. Et les propriétaires riverains ont cette obligation parce qu'en fait, un cours d'eau est un écosystème, vous l'avez dit en introduction, qui va toucher les berges, la végétation des berges, qui va toucher également la faune environnante. Donc, c'est tout un système qui évolue au cours des saisons. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir faciliter toujours la fluidité en fait, de l'écoulement de cette rivière. Donc, avec le système d'étiage et de crue, donc le niveau le plus bas du cours d'eau ou son niveau le plus haut, on va tout l'écosystème, tout l'environnement tout au long de l'écoulement du cours d'eau va être modifié. Donc on peut constater une évolution de la végétation en fait des berges et également du fond du lit de la rivière qui peut soit se creuser, soit au contraire se charger en matériaux. Les environneurs, dans ce cadre-là, quand on confie en fait un chantier d'entretien d'un tronçon en fait de cours d'eau, on va faciliter, on va enlever des embâcles en fait, par exemple. Donc un embâcle, c'est un amoncellement de végétation qui va créer en fait un obstacle et cet obstacle dans le lit de la rivière va faire que la rivière va s'écouler différemment. Donc
c'est un phénomène naturel, mais parfois une intervention humaine en fait est nécessaire et de tout temps, ça a été lieu de tout temps. On est un département assez agricole, alors pas proportionnellement peu parce qu'on a finalement peu de terres agricoles, on a beaucoup de terres de montagne, mais c'est un phénomène naturel, donc la nature sait le gérer, mais aujourd'hui, vous le disiez, l'eau est absolument précieuse, c'est le sujet de demain, enfin c'est le sujet actuel, pardon, et donc il est nécessaire d'un entretien régulier. Et d'ailleurs, le Code de l'environnement le dit. Les riverains ont l'obligation d'un entretien régulier pour faciliter donc cet écoulement. Donc, nos interventions, elles vont permettre de limiter donc, la formation d'embâcles et de faciliter l'écoulement de la rivière et aussi de stabiliser les berges. Le témoignage suivant pourra mieux expliquer ce qui peut être fait dans ce domaine-là. Ce que je peux constater, moi, au sein du département des Hautes-Alpes et pour les environneurs, c'est que proportionnellement au nombre de kilomètres, on a à peu près 7000 kilomètres recensés de cours d'eau dans le département. On a très peu de commandes finalement d'entretien de rivières en dehors de la ville de Gap qui donc s'est engagée dans cette démarche depuis de nombreuses années. Ce que je constate, c'est qu'on est plus souvent sollicité pour des interventions d'urgence. Alors d'urgence, pas dans le sens où il faut intervenir dans les 48 heures, mais c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la photo actuelle, c'est-à-dire dans des moments où il y a effectivement un arbre, par exemple, qui est tombé et qui du coup constitue un obstacle potentiellement très important pour la rivière qui peut complètement modifier son écoulement et tout l'écosystème dont elle fait partie. Donc, on intervient plus souvent en fait sur ce type d'intervention, alors que finalement, c'est comme en mécanique, plus on entretient, moins on a à réparer. Et ce serait logique en fait de pouvoir être plus régulièrement aux côtés des collectivités territoriales qui très souvent prennent en charge en fait cette responsabilité d'entretien pour pouvoir entretenir tous les cours d'eau nécessaires. Vous l'avez dit aussi en introduction, on constate aujourd'hui en fait un changement climatique important. C'est depuis plusieurs années, mais ça s'accentue de façon très, très, très forte et c'est le cas également dans notre département. Donc, le phénomène naturel de modification de l'écosystème tout au long des saisons, par la chaleur, les précipitations du printemps et de l'automne sont accentuées, voire complètement bouleversées. Donc, j'imagine en fait que dans les années à venir, c'est vraiment ce qu'on va vivre et constater dans notre département où on a énormément de petits cours d'eau. Parce qu'on a beaucoup de sources en fait en montagne. On a également en fait la fonte des neiges qui alimente les eaux de surface. Il y aura de moins en moins de fonte des neiges puisqu'on constate qu'on a de moins en moins de neige dans les Alpes, donc moins d'eau de surface, donc encore plus nécessaire de la préserver, cette eau de surface. Et pour la préserver, il est important, selon moi, qu'il y ait une intervention humaine, en fait, pour accompagner la nature, pour faciliter et maintenir, en fait, la présence des cours d'eau. Donc, en termes de perspective, je pense qu'il y a vraiment un accent à poser sur la préservation de cette eau de surface qui est très présente dans notre département. Et aujourd'hui, on a des acteurs, on n'est pas les seuls à intervenir dans ce domaine-là et nous avons des acteurs qui peuvent aider les collectivités, les riverains à faciliter et à permettre à cet entretien qui va préserver tout un écosystème et permettre de répondre aux besoins en eau de toute notre population. Merci beaucoup, Madame Russen, pour votre témoignage qui nous confirme bien un caractère vivant et dépendant de son contexte de l'eau et des actions quotidiennes qui sont nécessaires pour préserver cette ressource. Je vais passer la parole à Monsieur Paré. Nous partons dans la Loire. Monsieur Paré, vous êtes directeur de l'entreprise d'insertion Eau Azur. Alors vous, comment travaille votre structure sur ce sujet? Et si vous pouvez également nous partager vos constats, vos actions et perspectives, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Donc Vincent Paré, effectivement, je dirige Eau Azur là depuis 2004. C'est une entreprise d'insertion
pareil, dans le champ de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique, comme la précédente structure. Du coup, on intervient, nous, sur le champ du traitement des eaux usées par génie végétal. Ça veut dire qu'on s'est positionné sur un marché en devenir dans les années 2000, qui était le traitement des eaux usées par les plantes, ce qu'on appelle la phytoépuration. Et nous particulièrement sur des bassins filtrants qu'on appelle les fils plantés de roseaux. Et du coup, le végétal roseau va intervenir pour alors faciliter ce traitement des eaux usées et le retour possible suite à ce traitement dans le milieu naturel aux normes de rejet en vigueur. On s'est positionné dans les années 2000 avec, auprès de l'IRSTA, c'était le CEMAGREF, c'est une branche de l'INRA en fait, qui a développé ce procédé, qui était un procédé allemand, et qui l'a bien développé sur notre territoire, et notamment dans les territoires ruraux. Voilà, donc c'est une des possibilités qui est donnée aux décideurs quand il s'agit de mettre aux normes des systèmes de traitement des eaux usées. Aujourd'hui, nous, on est donc, on a 4 salariés permanents, 7 personnes en transition professionnelle, donc des salariés qu'on appelle les roseliers. Et on intervient sur notre territoire, la Loire. Donc nous, on est proche des sources de la Loire finalement, mais on va intervenir en sous-traitance ou directement pour des collectivités sur une moitié France. Donc on va se déplacer avec nos salariés pour aller réaliser des chantiers de plantation, puisque notre métier, c'est la pépinière de roseaux, donc faire naître ces roseaux et les multiplier. Et puis après, c'est de les commercialiser auprès d'entreprises de travaux publics spécialisées dans l'assainissement ou directement sur des collectivités qui souhaitent mettre ce procédé en place. C'est une activité qui s'est beaucoup développée dans les années 2010. Aujourd'hui, on est un peu sur un tassement, puisque dans les années 2000, la France avait été sommée un peu par l'Europe d'améliorer ses rejets d'eau usée. Et donc, du coup, cette filière-là s'est développée comme d'autres pour participer à trouver des solutions pour les collectivités notamment, aussi pour les particuliers, mais surtout pour les collectivités, pour se mettre aux normes là-dessus. Alors tout n'est pas parfait, on le voit tous, mais tout s'est quand même bien amélioré, en partie là-dessus. On a aussi diversifié notre activité en intervenant et en se spécialisant sur l'aménagement des berges de rivières, puisque, donc ça a été dit avec Marie-Cécile Grisard sur le fleuve Rhône, mais aujourd'hui, l'altération des cours d'eau, il y a en tout cas une problématique qui essaie d'être réglée, c'est en tout cas d'agir sur les cours d'eau qui ont été à un moment donné un peu trop contraints dans des ouvrages béton, etc. Et aujourd'hui, on déconstruit ces ouvrages pour retrouver un état naturel. Et du coup, on est sur des techniques qui sont très intéressantes pour nous, de renaturation. Alors, on travaille aussi avec le TP Assainissement là-dessus, qui va faire gros œuvre, l'empierrement, l'enrochement. Et nous, on vient mettre ces treillis coco, donc ces toiles de coco qui sont des matériaux biodégradables, dans lesquels qui vont tenir les berges pendant le temps où les végétaux qu'on va nous ensuite planter dans ces treillis coco se développent, s'enracinent et viennent jouer leur rôle pour tenir les berges. Donc ça, c'est une phase intermédiaire qui va se dégrader dans le temps, mais se dégrader d'une façon naturelle pour laisser place après aux végétaux qui seront développés. Alors ça nous a permis, nous, d'élargir notre technicité
c'est finalement très intéressant parce que ça multiplie le savoir-faire des compagnons qui sont avec nous et ça leur donne, puisqu'ils sont dans un temps qui est contraint dans notre entreprise, l'entreprise d'insertion va accueillir pendant un temps donné et accompagner vers l'emploi et vers tous les emplois possibles les gens qui ont besoin de retrouver un peu confiance en eux et de reprendre une activité professionnelle. Voilà, on est donc sur ce territoire de la Loire. On a les deux, la Loire pourrait presque être un fleuve libre, sauf qu'elle a deux ouvrages d'art qui sont dans ce département de la Loire, deux barrages qui empêchent donc, au fleuve d'être vraiment libre. Et on voit avec tous ces problèmes d'eutrophisation, les problématiques de contraindre l'eau dans des ouvrages type barrage. Et cette année, notamment, bien sûr, comme d'autres territoires, on a connu, nous aussi, des difficultés et les politiques locales, bien sûr, essaient de trouver des solutions sur l'eau potable et sur comment améliorer et en tout cas s'attendre à mieux gérer cette alimentation en eau potable qui, bien sûr, est exponentielle par rapport à la population qui grossit. Et si les points de captage, si on était sur... nous, on a des zones, la Loire, c'est une grande plaine avec des zones montagneuses, de moyenne montagne autour, où il y avait beaucoup de points de captage de potable, mais c'est dans des périodes comme on a connu, l'eau se tarit. Et du coup, le fleuve Loire reprend un peu, on se repenche sur ce fleuve Loire, et notamment, nous, on a un canal d'irrigation qui s'appelle le canal du Forêt, qui a été créé sous Napoléon III pour l'agriculture et qui va irriguer les 6000 hectares de la plaine du Forêt. Mais aujourd'hui, ça devient un enjeu pour alimenter en eau potable toutes les communes du centre Loire, du centre du département, qui ne pouvaient plus s'alimenter en eau potable par rapport aux zones de captage et qui sont obligés de trouver d'autres solutions. Donc ça, c'est une prise de conscience sur et nous des politiques locales et nous on veut jouer ce rôle-là pour intervenir avec notre savoir-faire à leur côté pour trouver des solutions techniques avec en redonnant du travail à des populations qu'on accompagne nous qui étaient en difficulté d'insertion. Et ça, c'est assez intéressant pour nous. On n'aura pas c'est pas la solution unique, mais on souhaite participer à cette prise de conscience et à la mise en place de solutions. Alors peut-être que demain, je vais même travailler peut-être avec Marie-Cécile Grisard et la CNR, puisque du coup, ils sont à côté de chez nous et on sera tout content d'aller leur planter des roseaux dans les roselières du Rhône si besoin. Voilà, c'est aussi l'opportunité dans les partenariats qu'on peut mettre en place de trouver des nouvelles solutions ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Paré. Donc, on note au travers de vos propos qu'il y a plusieurs méthodes, modalités d'action pour préserver l'eau, la phytoépuration grâce aux roseliers, mais aussi consolider les berges, la revégétalisation, en tout cas plusieurs méthodes pour prendre soin de cette ressource. Merci pour votre témoignage. Je passe maintenant la parole à Monsieur Martini, association Au Fil de l'eau. Donc, vous, votre terrain de jeu, c'est la Marne. Alors, écoutez, je vous laisse la parole pour nous partager à votre tour vos activités, constats et perspectives quant à cette ressource qu'est l'eau sur laquelle vous agissez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de mettre en lumière Au Fil de l'eau. Alors, nous sommes une structure d'insertion par activité économique. Nous intervenons sur un territoire un peu élargi, c'est-à-dire que nous sommes situés en milieu urbain par rapport aux deux prédécesseurs structures. Donc, on est à l'est de Paris, à l'amont de la capitale, et nous intervenons sur la Seine et la Marne. Nous montons sur la Seine-et-Marne, sur l'Essonne. Notre cœur d'action est essentiellement en Seine-Saint-Denis et en Val-de-Marne.
Et donc, nous sommes créés depuis 1982. J'étais pas là quand je dis nous, même. Et nous sommes partis non pas de l'action d'insertion, mais nous sommes partis de l'éducation populaire. Je vais revenir juste après parce que c'est un autre enjeu sur l'eau. Dans les années 2000, nous nous sommes tournés vers les structures d'insertion pour devenir une structure d'insertion parce que nous avions un objectif qui était au départ de faire en sorte que la navigation soit accessible à tous, que tout le monde, quel que soit son niveau social, de revenu, puisse prendre un bateau et naviguer et découvrir les plaisirs, la joie de naviguer. Et à un moment donné, le modèle économique a dû se tourner vers l'insertion et aujourd'hui, on est devenu davantage une structure d'insertion que d'éducation populaire. Et nous proposons différentes activités à nos salariés en insertion dans une logique de respect de l'environnement et de la reconstruction d'un milieu naturel en zone urbanisée. Dans la continuité de ce qui a pu être dit déjà ce matin, nous faisons également de l'entretien de berges et de l'aménagement de berges en génie végétal sur les bords de la Marne et de la Seine. Et en particulier, nous essayons de renaturer certaines berges qui sont aujourd'hui plutôt bétonnées. Nous avons donc une activité aussi de collecte de déchets, comme vous pouvez le voir à l'image. Nous collectons les déchets, par exemple, de la zone des Jeux Olympiques 2024, où il y aura le kayak de Berre jusqu'à la confluence de la Marne. Nous faisons aussi sur des interventions plus ponctuelles et plus précises sur certaines zones. Là, sur l'image, vous êtes sur le port industriel de Bonneuil, qui est le deuxième port d'Île-de-France. Nous avons également donc des activités de navigation. Nous proposons des passeurs de rive, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont faire ce que faisaient autrefois le bac, c'est-à-dire traverser de manière à vélo, avec une poussette, piéton simplement, et pour permettre de désenclaver certaines zones. Nous faisons aussi des navettes et nous avons également des croisières pour du grand public. Tout cela est organisé sur un parcours d'insertion, c'est-à-dire que chaque salarié qui est dans l'association travaillera sur ce parcours, passera de l'entretien des berges à la collecte de déchets, à la navigation ou aux commentaires à bord des bateaux pour sensibiliser le grand public sur les enjeux écologiques et d'environnement, puisque nous intervenons sur des zones plutôt protégées, puisque là, sur l'image, vous êtes sur une zone protégée des îles de la Marne. Il y a un espace naturel sensible protégé par le département du Val-de-Marne. Et puis nous avons un autre volet qui est de l'éducation populaire, c'est la troisième diapo, sur laquelle là nous travaillons sur les générations futures avec des classes, que ce soit au primaire ou au collège, selon les partenariats que nous avons, puisque nous travaillons essentiellement en lien avec les collectivités. Et on travaille sur les enjeux qui sont liés à tout ce qui est sur le patrimoine, qui peut être bâti ou naturel, il peut être sur la biodiversité, sur le changement climatique, et plus particulièrement sur la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. On a un gros enjeu de lutte contre les inondations, puisque géographiquement, nous sommes le territoire servant de Paris, et qu'il faudra sauver coûte que coûte Paris des inondations, qu'on attend patiemment notre crue centenale, et que de ce fait, il faut que la population soit un peu alertée sur les risques d'inondation et les modalités les conséquences plutôt qu'il pourrait y avoir par rapport à ces inondations sur leur vie au quotidien. Donc voilà toute notre transversalité d'activité. Aujourd'hui, on est dans une démarche de développement qui va encore plus loin parce que on se rend compte que la transition écologique est un enjeu essentiel et très marquant et nécessaire en milieu urbain. Et donc, nous essayons d'investir le volet d'assainissement via la transition professionnelle, c'est-à-dire que les salariés en insertion puissent basculer sur des sorties en emploi plus durables dans l'assainissement. Donc, nous allons acquérir prochainement un bateau collecteur de déchets qui sera
plus automatisé, qui aura des possibilités d'intervention en urgence, à savoir si une pollution ponctuelle d'hydrocarbures, d'huile ou autre, qui aura la possibilité d'aller sur des zones à faible fond, qui aura la possibilité aussi d'entretenir des zones complètement enclavées, puisqu'il pourra être déplacé par route, ce bateau-là. Donc ça, c'est un des gros projets pour essayer d'attirer le public en insertion vers des emplois liés à l'assainissement. Donc, vous trouvez cette opportunité-là. Voilà. À ce jour, on se retrouve confronté à deux problématiques essentielles en milieu urbain. La première des problématiques, ça va être, c'est lié un peu aux Jeux Olympiques de 2024 et qu'il y a une accélération assez importante et assez marquée dans ce contexte-là. C'est celui de la réforme au sein de la navigation. Nos activités, il n'y a pas une seule activité qui ne se fasse pas sur un bateau, et aujourd'hui, les agréments pour les bateaux sont de plus en plus restrictifs, et d'autre part, c'est une formation auprès des personnels que nous accompagnons qui devient de plus en plus compliqué. Il y a des changements, il y a plusieurs changements qui apparaissent aujourd'hui. L'introduction des langues étrangères, par exemple, dans les formations de sécurité pour l'accueil du public étranger, la formation pour les permis bateau à passagers qui demande 500 jours d'expérience avant de pouvoir commencer la formation, ce qui est assez long en termes de mise en œuvre. Et puis il y a aussi une formation, ne serait-ce qu'être matelot. Aujourd'hui, on était matelot sur un bateau assez facilement avec de l'expérience. Aujourd'hui, il y a toute une formation, il faut ouvrir un livret. Voilà, c'est une vraie vocation et c'est plutôt compliqué dans le cadre de l'insertion d'orienter tout de suite des personnes vers ces métiers-là. Il y a toujours un temps de découverte, de confirmation d'un projet professionnel. Donc, ça, c'est un gros volet pour nous en termes de navigation. Puis il y a l'autre volet qui est encore, je dirais, plus important, c'est celui de la transition écologique et de la transition par rapport à nos bateaux, à savoir s'ils doivent devenir demain électriques, fonctionner à l'hydrogène, fonctionner par exemple au biogaz. Tout ça apporte certaines contraintes, c'est celle des techniques, de transformer des bateaux par rapport à ces techniques-là, bien sûr de l'impact écologique de cette transformation-là, parce que c'est pas uniquement le résultat qui compte, c'est aussi tout le process. Voilà. Et puis après, ça sera la contrainte de l'approvisionnement de ces bateaux. Lorsqu'ils seront sur des ports, nous avons des emplacements saisonniers, des emplacements ponctuels, et voilà, faire des aménagements pour avoir de l'électricité, pour avoir un emplacement où on puisse mettre recevoir un peu plus de soleil, des choses comme ça, ou à la rigueur avoir de l'hydrogène, ou aller chercher de l'hydrogène, comment ça produit. Voilà, ça ce sont nos problématiques aujourd'hui, mais nous restons assez optimistes quand même, étant donné qu'il y a une vraie volonté collective sur notre territoire de faire cette transition écologique. Donc, on y avance tout doucement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Martini. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre témoignage sur un cours d'eau en milieu urbain, en proximité de la capitale. On note que les enjeux sont aussi très dépendants du territoire et des projets qui peuvent se développer. Écoutez, en résonance à vos précieux 3 témoignages que nous venons d'entendre et pour lesquels on retiendra les diverses fonctions d'un cours d'eau et sa place dans le territoire. Moi, je retiens surtout l'impérieuse nécessité de prendre soin de cette ressource, sans quoi, et vous l'avez très bien exprimé, c'est tout des écosystèmes entiers qui s'effondrent. Du coup, pour nous donner une vision plus large de cette question, et comme j'ai pu vous l'annoncer au démarrage, je propose de redonner la parole à Marie-Cécile Grisard au nom de l'IAGF pour aborder plus largement la question de l'eau douce dans le monde. Merci Marie-Cécile. Merci. Alors effectivement,
On va prendre là un prisme un petit peu plus international et redonner quelques chiffres clés sur la ressource en eau dans le monde. Alors, pour déjà présenter Initiative pour l'avenir des grands fleuves, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une association d'intérêt général qui a été créée en 2017 avec donc en fondateur CNR, la Compagnie nationale du Rhône, et en deuxième fondateur Éric Orsena, que l'on connaît en tant qu'écrivain, mais qui est aussi un économiste spécialisé dans les matières premières. Et ces deux fondateurs ont souhaité créer en fait un espace, une plateforme d'échange de savoir et pratiques entre fleuves du monde entier, parce que ces fleuves finalement sont assez méconnus dans tous les usages qu'ils offrent au territoire. Et la question de l'eau douce n'est pas forcément, comme Monsieur Jantet le disait en ouverture, forcément bien reconnue à l'échelle européenne et internationale. Donc, il nous semblait important de porter cette voix des fleuves, parce que dans notre esprit, de l'avenir des fleuves dépend un petit peu l'avenir de nos territoires et l'avenir des hommes, puisque la crise de la Covid nous a notamment rappelé qu'il y avait une seule santé et que de la santé des écosystèmes dépend la santé humaine. Donc IAGF en fait a été créé avec cette vocation internationale, mais aussi une vocation pluridisciplinaire, parce que un fleuve, c'est pas un usage, c'est de multiples usages. Donc il faut savoir mettre autour de la table des gestionnaires d'infrastructures comme CNR ou comme des ports fluviaux-maritimes, mais aussi des hydrologues, mais aussi des universitaires en sciences sociales, puisqu'il y a beaucoup de liens qui nous unissent au fleuve. Et ce n'est pas uniquement un lien technique d'exploitation du fleuve, et il y a beaucoup de liens immatériels en termes de patrimoine, en termes de culture. Donc, on agit avec cette double approche, dans une logique, bien évidemment, de développer les connaissances, d'accompagner les territoires avec des solutions, de sensibiliser aussi le plus grand nombre. Et aujourd'hui, effectivement, les fleuves se retrouvent un petit peu au carrefour de différents enjeux, bien évidemment l'enjeu du climat, mais aussi l'enjeu de la biodiversité, l'enjeu de la santé, l'enjeu de l'énergie, l'enjeu de l'alimentation. Et à l'échelle mondiale, on s'aperçoit finalement que l'eau douce disponible, c'est-à-dire dans nos lacs, dans nos fleuves, est finalement une portion très réduite par rapport à l'eau salée ou l'eau souterraine. Et il y a suffisamment d'eau dans le monde, mais elle est malheureusement inégalement répartie, avec des pays comme le Brésil, par exemple, qui dispose de beaucoup de ressources en eau, contrairement à d'autres pays type région sahélienne. Donc, il y a une inégalité géographique, et surtout, comme on le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de tensions sur cette ressource, parce que déjà, on consomme plus d'eau. Il y a une consommation qui a été multipliée par 6 dans le monde entre 1900 et 2010, fortement liée au développement de nos besoins, mais aussi liée à la croissance démographique. Et cette demande va s'accroître toujours plus. Les chiffres sont de plus 55% de demande d'eau douce d'ici 2050, pour répondre aux besoins de l'agriculture, qui aujourd'hui, dans le monde, c'est une moyenne, est le premier préleveur d'eau douce avec 70%, mais aussi pour nos villes, pour la fourniture en eau potable, pour nos usages domestiques, mais aussi pour l'industrie. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a plus de pression sur la ressource en eau, et finalement beaucoup de perturbations liées à cette pression anthropique et liées aussi au dérèglement climatique. Donc, on a des cycles de l'eau qui sont complètement perturbés. Donc, effectivement, cet été, en France et en Europe, a été révélateur de ces phénomènes météorologiques liés au changement climatique, une sécheresse durable. Et finalement,
finalement, on va le voir de plus en plus, ces phénomènes extrêmes de sécheresse ou inondation, ils vont être plus fréquents et surtout plus intenses. Et finalement, la France ou les pays européens qui se croyaient protégés se rendent compte que les climats tempérés vont bientôt disparaître et que nous ne sommes pas à l'abri de telles catastrophes qui sont déjà responsables de plus de 90% des catastrophes majeures dans le monde. Et donc, plus la hausse des températures va s'accélérer, plus l'on va avoir des perturbations du cycle de l'eau et il y aura aussi moins de ressources disponibles pour l'ensemble des besoins. Donc, bien évidemment, pour nos fleuves, ce sont des débits moindres. Pour revenir au cas du Rhône, que j'illustrais tout à l'heure, sur cet été 2022, c'est moins 25% de production hydroélectrique par rapport aux moyennes habituelles à ces périodes-là. Donc, et à côté de ça, il faut continuer à assurer les obligations de concessionnaires et répartir une nouvelle fois l'eau pour tous les usages, notamment par exemple sur le Rhône, la question de fournir de l'eau pour refroidir les centrales nucléaires. Toujours donner de l'eau aux écosystèmes pour éviter qu'il y ait des conséquences sur la faune et la flore. Donc on se rend compte qu'on rentre de plus en plus dans un monde où il va falloir penser collectivement à la ressource en eau, à comment la gérer et comment la partager. Donc on est vraiment sur des questions politiques de gouvernance et de partage dans nos pays, mais aussi à l'échelle mondiale, puisque on voit déjà les conséquences du changement climatique avec des phénomènes de réfugiés climatiques, des personnes qui commencent à se déplacer dans leur propre pays ou d'un continent à l'autre pour fuir les conséquences du changement climatique, et notamment la première qui est la précarité de leur habitat, et une seconde qui est les impacts économiques, notamment pour les populations qui vivent beaucoup de l'agriculture. Et donc aujourd'hui, on voit que les fleuves cristallisent toutes ces tensions et qu'il est nécessaire de les préserver si on veut qu'ils restent des vecteurs de développement des territoires, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi des vecteurs de solidarité, puisque les fleuves ne connaissent pas de frontières et il faut arriver à s'entendre entre pays, entre l'amont et l'aval, pour que la ressource soit partagée par tous. Donc ça, c'est le constat qui est dressé. Pour autant, il faut quand même dire que s'il y a besoin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique, s'il y a une alerte rouge qui est donnée, il y a quand même de nombreuses solutions qui existent qu'il va falloir appliquer de manière plus intense, plus accélérée, et surtout dans une logique d'équilibre et d'adaptation au territoire, d'un bassin fluvial à l'autre, suivant les caractéristiques géographiques ou sociales. Les solutions, le panel de solutions ne seront pas les mêmes. Donc là, je vous ai laissé quelques enseignements que nous, on a tirés après 5 ans de découvertes et de missions dans différents bassins fluviaux du monde, sur quelques éléments qui pourraient être un peu des enseignements que l'on pourrait faire pour vivre mieux avec nos fleuves et mieux les préserver, notamment, comme je le disais, cette notion de responsabilité collective, de coopération à l'échelle du bassin, de la source à la mer, et aussi de mieux considérer ces fleuves, de ne pas uniquement être dans une logique pure d'exploitation, mais de les considérer comme des êtres vivants. Et pour finir dans la minute qui me reste, je voulais vous donner en illustration quelques initiatives portées par notre association avec quelques partenaires. Par exemple, Fleuves sans plastique, qui est une charte là que l'on adresse aux élus locaux en estimant que dans les territoires sont à la source des pollutions plastiques. Donc les maires, plus de 170 maires de communes et d'intercommunalités françaises se sont engagés
à travers 15 engagements pour lutter dans leur territoire contre la pollution plastique. Une autre initiative que l'on porte avec la société Spygen qui développe le processus d'ADN environnemental pour suivre la biodiversité des fleuves et le programme VigiLife, donc un programme fleuve sentinelle de par le monde pour mieux connaître et transférer des compétences dans des pays pour avoir un panorama de la biodiversité des fleuves. Et puis, plus proche de nous, le 27 octobre, dans une approche très grand public, on lance une initiative de sensibilisation du plus grand nombre à la ressource en eau pour pas que la prise de conscience de cet été s'arrête avec moins d'attention médiatique. Les fleuves ont besoin de nous, j'ai envie de dire, et pour ça, il faut mieux les comprendre et changer tous notre regard sur eux. Donc, c'est l'objectif de cette initiative Living with Rivers qui va s'ancrer pour cette première édition à Lyon. Donc, rendez-vous le 27 octobre au Musée des Confluences pour une grande soirée autour des fleuves et avec la possibilité, pour ceux qui ne sont pas à Lyon, de la suivre en direct sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Merci beaucoup, Marie-Cécile. On arrive au terme de cet épisode. Donc, nous, on souhaitait vraiment par ce numéro dédié à l'eau douce mettre en lumière cette précieuse ressource, mais ce que vous avez tous parfaitement bien évoqué, et puis mettre en avant ses usages multiples. On voulait aussi revenir sur cette tension autour de la ressource pour qu'elle soit pensée collectivement et faire de l'eau douce vraiment un bien commun, mettre enfin en exergue les actions des femmes et des hommes autour de l'eau douce. Et donc, on retient cette phrase de Marie-Cécile que les fleuves ont besoin de nous et qu'il est nécessaire de les comprendre. Nous, on vous donne rendez-vous le 25 novembre 2022 pour un numéro dédié à l'ODD 12, consommation et production responsable autour de l'économie circulaire. Et on vous remercie tous d'avoir participé à ce numéro et encore un grand merci aux intervenants.